Oui, bonsoir, bonjour, chers compatriotes. C'est Bertin Badiambile de progresrdc.net. Merci de la chance, l'opportunité que vous me donnez de pouvoir écouter, que l'on puisse discuter, parce que je reçois le feedback de beaucoup de personnes, que l'on puisse réfléchir, analyser la situation politique de notre pays. Je vais aujourd'hui parler de 3 points qui font l'actualité chez nous. Je vais commencer par le sit-in. Le sit-in, je vais parler de manifestations, celles passées et celles qui sont programmées dans le futur. Je vais parler aussi du Congo Hold-up. Et pourquoi pas du village moderne que M. Kagame voulait faire construire dans l'est de notre pays. J'ai de bons amis qui me demandent, non Bertin, toi vraiment là tu devrais être au milieu du village, ne pas être ni d'un côté ni de l'autre, aider le pays avec une analyse, une réflexion vraiment juste au milieu du village. Mon point de vue c'est que c'est trop tôt en ce moment pour être au milieu du village. Parce que quand tu vois que le danger est encore là, nous ne sommes pas encore souverains. Un pays qui a été littéralement confisqué pendant 20 ans et que le danger n'a pas disparu, comment voulez-vous que être au milieu du village? C'est comme voir que ta propre famille est sur le point de chavirer quelque part, mais toi tu restes au milieu du village. Non, tu vas faire tout pour que ta propre famille ne puisse pas chavirer. Nous sommes dans un pays démocratique, la République démocratique du Congo. C'est sûr et certain que on ne devrait jamais ni réprimer ni interdire les manifestations, que ce soit les sit-ins, que ce soit les marches. Ça doit être autorisé parce que c'est ça que la Constitution nous demande. Mais ça ne peut pas nous empêcher de prendre position. Parce que quand on voit que les gens qui se mettent ensemble pour marcher, je parle de la Senko, je parle des mouvements citoyens, je parle du Lamuka et je parle de leur grand collaborateur FCC avec Kabila. Parce que malgré tous les scandales que nous voyons, est-ce que celui-ci c'est le plus grand scandale que nous voyons de leurs collaborateurs? Non, ce n'est pas le plus grand scandale. Parce que pour moi, le plus grand scandale, c'était le fait de s'associer avec eux pour faire le front commun, alors que le procès de Tchebeya, le procès de le monsieur là qui n'est pas l'agneau qui a fui John Numbi était encore là. On était en train de parler des cadavres qui étaient dans leur congélateur dans la maison. Et puis, il y a des gens qui vont s'associer avec des gens pareils. Donc ça, comment voulez-vous qu'on reste au milieu du village? C'est comme si la mort du Congolais, on est tellement habitué que ce n'est plus affreux. Et aujourd'hui, on a le Congo Hold-up, je vais y revenir dans pas longtemps. Donc pour moi, toutes ces manifestations, pour des gens qui déclarent qu'ils sont pour le bien du peuple, voilà comment le peuple est en train de souffrir. Le peuple n'a pas d'électricité, le peuple n'a pas de ceci, le peuple n'a pas de cela. Mais pourquoi vous posez exactement les actes qui vont faire que ce que vous dites pouvoir réclamer pour le peuple, dans la réalité, vous êtes en train de l'éloigner encore davantage. Parce que qu'on se le dise, vous n'êtes pas en train de parler aux Congolais. Là, le message que ces gens-là envoient, ils envoient ce message-là aux pays occidentaux. Ils l'envoient à la communauté internationale, ce n'est pas aux Congolais. Parce que le Congolais moyen, là, il a déjà pris sa position. On sait, chacun est déjà derrière quelqu'un. Mais ce message-là, il l'envoie à ces gens-là qu'ils sont allés voir récemment. On a vu l'abbé Cholé, le Monseigneur Outembi, on a vu aussi Eric de l'ECC. Ils sont allés faire le tour, n'est-ce pas, de l'Occident pour porter un message. Et en même temps, ils nous ont promis qu'ils vont continuer à faire des manifestations jusqu'au moment où leur objectif est atteint.
Maintenant, c'est quoi le message qui est envoyé à l'extérieur? J'aimerais que chacun de vous là prenne le temps d'aller sur les sites des différents, pas même ambassades, mais de ce qu'on peut appeler les affaires étrangères de différents pays occidentaux. Allez voir qu'est-ce que ces gens-là disent de la République démocratique du Congo. Allez dans la rubrique que les investisseurs vont aller regarder pour voir est-ce que je peux aller investir dans ce pays-là ou non. Vous allez comprendre l'ampleur de ce que ces gens-là, avec leurs manifestations, sont en train de faire. Ils sont juste en train de dire aux investisseurs, ne venez pas en République démocratique du Congo. Et comme conséquence, c'est quoi? S'il n'y a pas de ces investisseurs-là, donc, le budget, Alinguet peut faire tous ces efforts, il va augmenter, c'est sûr et certain, les recettes. D'ailleurs, pourquoi ne pas aussi dire le fait qu'on est passé de 5-6 milliards à 10 milliards? C'est quelque chose de remarquable on ne peut pas le taire. Mais qu'est-ce que ça va changer dans la vie du Congolais moyen, sincèrement? 10 milliards de dollars pour un pays qui a presque 100 milliards d'habitants, 80 milliards d'habitants, c'est littéralement rien. Mais c'est quand même quelque chose qui n'a pas été fait dans le passé. Mais pour aller encore beaucoup plus au-delà, nous avons besoin que le président aide, c'est pas le président, mais les ministères appropriés, aide le Congolais à pouvoir devenir un grand investisseur et aussi des investisseurs extérieurs. Il faut le mélange de deux. Il ne faut pas que les investisseurs internes puissent être les seuls qui prédominent, ni externes puissent être les seuls qui prédominent, parce que vous alliez aux États-Unis, n'importe où, vous allez trouver les deux qui se balancent. Mais le message que ces gens-là sont en train d'envoyer aux investisseurs, c'est quoi? Ne venez pas dans la République démocratique du Congo parce que il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de démocratie. Et quand on recherche ces dictatures-là, ils ne sont pas capables de nous la prouver. Donc, je ne peux pas rester neutre devant les gens qui sont en train d'emballer le peuple, mais tout en faisant mal au peuple, mais sans le dire clairement. Parce qu'en ce moment, nous avons besoin que le pays puisse décoller. Ça, c'est le peu que j'avais à dire sur les sit-ins qu'ils sont en train de faire et les prochaines manifestations qu'ils vont faire. Et je sais déjà que la manifestation du 27 octobre a été... le gouverneur de la ville de Kinshasa n'a pas pris acte de cette manifestation-là pour des raisons qu'il a données. Mais de mon point de vue, je pense qu'il faut les laisser faire leur manifestation parce qu'ils vont s'essouffler, c'est sûr et certain. Quand on faisait les manifestations contre Kabila qui était en train de tuer le monde là, vous êtes un peu boosté, vous êtes plein de force là pour aller faire des manifestations, braver la mort. Mais aujourd'hui, il n'y a rien en arrière, on ne voit pas cette dictature-là. Ils vont s'essouffler très très rapidement. Parce que qu'est-ce qui donne, n'est-ce pas, la force à ces gens-là qui vont aller marcher? J'ai vu aujourd'hui des policiers qui disaient, là, je ne sais pas si quelqu'un leur a dit de faire une telle blague là, que non, on ne veut pas lancer des gaz lacrymogènes, ça va vous donner juste plus de visibilité pour rien là. Et je ne vois pas cette dictature-là. On était habitué à voir, n'est-ce pas, des Ndeko-Eliezer qui couraient avec leurs caméras, n'est-ce pas, des chars de combat pleins de militaires étrangers qui lançaient des balles réelles. On n'est plus dans ça. Mais alors, pourquoi vous parlez toujours de la dictature? En tout cas, c'est une perte de temps. Laissez-les manifester parce que ça va disparaître. Mais ce sont des gens qui sont en train de retarder, n'est-ce pas, le décollage de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que je pense du Congo hold-up? Est-ce que le président Tshisekedi devrait se saisir de la situation pour, en même temps, faire en sorte que Kabila soit traduit en justice? Je pense que oui, pourquoi pas. Le mal, c'est un mal. La corruption, c'est la corruption. Le vol, le détournement des deniers publics, ça reste un détournement des deniers publics. Mais je reste réticent pour quelques raisons. Pas réticent dans le sens qu'on ne doit pas amener les détourneurs en justice. On doit le faire. Mais la question est, est-ce qu'il faut passer, il faut que ce soit absolument les étrangers qui nous poussent à le faire. C'est ça la grande question. Et pourquoi est-ce que je me pose cette question-là? Parce que moi, quand je vois déjà le samedi, le Premier ministre belge se prononcer, et il dit
dans ces termes, cela devrait aider le président actuel à progresser dans la lutte contre la corruption. Ah, pourquoi le Premier ministre parle déjà? Et tout de suite, on entend la Lucha qui intervient aussi. Moi, quand je vois déjà ces deux entités-là, le Premier ministre, la Lucha, je sais qu'ils sont en arrière d'eux et donc je peux déjà commencer à me poser des questions. Pas pour blanchir un tueur, pas pour blanchir quelqu'un qui a détruit le pays pendant 20 ans, loin de là. Mais c'est pour me poser juste la question, est-ce que l'histoire du Congo doit toujours être écrite à l'extérieur du Congo? Et c'est pour me poser des questions, est-ce que vraiment ce qui les intéresse, c'est pouvoir juste mettre derrière les barreaux Kabila et sa famille? Ou bien ce sont des gens qui ont toujours des intérêts cachés? Est-ce que nous ne pouvons pas faire ce qu'ils veulent là, mais sans passer par eux? Voilà ma grande question. Parce que depuis quand est-ce qu'eux sont intéressés vraiment là au bien-être des Congolais? Depuis quand? Le Premier ministre, ce n'est pas son compatriote qui en 2011 a dit que oui, il y a eu irrégularité dans les élections, mais ça ne change rien dans l'ordre d'arrivée. Et donc, Kabila a battu Étienne Tshisekedi aux élections. Ce n'est pas eux. Donc, pourquoi est-ce qu'ils l'ont soutenu tout ce temps et du coup, ils deviennent leurs ennemis? Parce que quand on analyse, on ne peut pas juste regarder d'un côté, on doit regarder les deux côtés. Je regarde un peu la réponse de cette femme-là qui, c'est pas, elle est communicatrice pour Kabila. Sa réponse, je sais que c'est une réaction pour se défendre, mais ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. On sait qu'ils ont détruit ce pays-là. Ce n'est pas juste de toute façon la première fois que des médias ou des firmes d'enquête internationales interviennent. On a eu Bloomberg, ça ne fait pas très longtemps là. Qu'est-ce que cette femme-là écrit? Ces puissances occultes n'ont jamais digéré les choix courageux de souveraineté opérés sous la présidence de Joseph Kabila en matière électorale et minière. Est-ce que ce qu'elle dit est vrai? C'est vrai ce qu'elle dit. Mais est-ce que ça veut dire que ce que les autres disent est faux? Non, ce qu'ils disent n'est pas faux. Pourquoi? Parce que on le sait déjà. Quand on sait déjà que ces gens-là ont plus de 80 compagnies, qu'ils ont pris littéralement toute la République démocratique du Congo dans leur poche, nous dire qu'ils ont détourné 200 millions, 300 millions, ben on sait que ça, c'est rien par rapport à la réalité. Mais ce qui est impressionnant, au moins, c'est le travail qui a été battu. Alors, revenons. Donc, on a d'un côté les déclarations contre la famille Kabila qui sont, je crois, vraies. Et peut-être même c'est rien par rapport à ce que tous les Congolais savent et pensent déjà. Et de l'autre côté, ces réactions. Mais pourquoi est-ce que avant ces gens-là qui aiment la vérité, qui aiment le bien du Congolais, ils ne s'acharnaient pas contre Kabila? Et pourquoi aujourd'hui? Moi, ma suggestion aurait été que le président Tshisekedi, comme il nous l'a promis, il ne va pas envoyer quelqu'un à la CPI. Pourquoi est-ce qu'il doit envoyer quelqu'un à la CPI? Combien de chefs d'État européens on a vu à la CPI? Quand on voulait interpeller certains militaires américains à la CPI, c'était quoi la réaction des États-Unis? Donc, oui, c'est sûr et certain qu'un Congolais qui respecte ne peut pas se mettre derrière Kabila. Mais non plus, on ne peut pas, juste pour nos raisons politiques, tout de suite continuer à accepter la CPI, mais qui est juste et uniquement pour les dictateurs africains. Et pourquoi pas les autres? Et de toute façon, je sais que la majorité qui me suivait, vous savez déjà que je suis très allergique au fait que ce soit toujours les Occidentaux qui sont comme au-dessus de nous en train de nous dire comment est-ce qu'on doit agir. Parce que maintenant, si on accepte leur conclusion là, c'est-à-dire si on se mêle dans cela, ça veut dire qu'on doit alors accepter tout ce qu'ils vont dire après.
tout ce qu'ils vont aussi dire pour les élections dans pas longtemps. Parce qu'en 2023, là, rassurez-vous, ils sont aussi en train de se préparer pour les élections chez nous. Donc, moi, je pense personnellement que qu'est-ce que ces firmes qui se sont mises ensemble avec les médias qui se sont mis ensemble pour enquêter, faire cette enquête-là de 3,5 millions de documents analysés. Je suis connaissant ces gens-là, je suis sûr et certain que jusque-là, ce qu'ils sont en train d'annoncer là, leur objectif n'est pas encore annoncé. Leur objectif là, ça peut être aussi, peut-être leur cible là, je souhaite que j'ai tort. Leur cible peut être le président Tshisekedi, mais vous ne le voyez pas. Parce que, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas tout simplement sorti tous les résultats de leur enquête d'un coup? Ils vont le faire au fur et à mesure sur un espace de, un intervalle de 15 jours. Pensez-vous que c'est parce qu'il y a des documents qu'ils n'ont pas encore analysés? Non, c'est impossible. Ils ont déjà analysé tous les documents. Parce que si tu as beaucoup de documents et que tu n'as pas tout analysé, comment peux-tu publier certains? Si tu as publié certains documents, c'est parce que tu as déjà tout analysé et tu as pris ceux qui allaient dans le même sens, tu les as publiés. C'est tout. Parce qu'autrement, tu risques de publier alors que tu n'as pas parcouru tous les éléments, tous les documents, et ceux qui parlaient et qui allaient peut-être donner un appui à ceux que tu as présentement, tu ne les as pas lus. C'est impossible. Tu ne peux pas publier tant que tu n'as pas tout lu. Donc, ils ont déjà tout lu. Et qu'est-ce qu'ils nous réservent? Est-ce qu'ils ne sont pas en train, n'est-ce pas, de laisser les gens de l'UDPS parce que ces gens-là ne font pas les choses au hasard là, en train d'applaudir, bravo, bravo, bravo. Comme ça, quand à la fin, ils vont sortir, n'est-ce pas, de leur chapeau quelque chose contre Tshisekedi, là, vous n'avez pas de choix. Vous êtes déjà pris dans le jeu de dire bravo, bravo. Comme on a vu avec la Senko. On a tous dit bravo, bravo, n'est-ce pas? Oh, ils sont venus soutenir l'opposition en 2016, 2017. Alors qu'en réalité, ils ont mis des bâtons dans les roues de l'UDPS en ce moment-là, mais vous ne vous en êtes pas rendu compte. On s'en est rendu compte parce qu'ils ont parlé du plan B. Ils n'ont pas été aussi stricts avec Kabila pour dire que non, c'est l'opposition qui doit sortir le Premier ministre. Ils ont le droit de sortir un seul nom. Non. Ils ont laissé Kabila faire tout ce qu'ils veulent et ils se sont comme lavé les mains pour dire, ok, nous, on ne peut pas rester en train de faire ça éternellement. Et maintenant, quand ils se tournent contre Tshisekedi aujourd'hui, ah, mais quand on vous a soutenu là, vous ne parliez pas. Pourquoi est-ce que vous pensez que ça ne peut pas être la même chose aujourd'hui? Tout d'abord, pourquoi est-ce que eux doivent décider de qui, qu'est-ce que le président Tshisekedi doit faire ou non? Est-ce que le président Tshisekedi ne sait pas que Kabila et sa famille ont détruit ce pays? Peut-être s'il n'a pas encore agi jusqu'à présent, c'est parce qu'il se prépare. Qui connaît la force qu'il a plus que lui-même, plus que ses services de sécurité pour s'engager dans cela? Qui sait si ça ne fait pas partie de ses stratégies? Quand il va être sûr à 100% qu'il a récolté toutes les armes que ces gens-là cachent dans toutes les résidences ou même dans les pays limitrophes possibles. Donc, quelque part, il faut laisser le temps au président parce qu'il sait ce que la majorité de nous ne savons pas. Donc, je voudrais bien qu'il se prononce, mais s'il ne se prononce pas, le président, personnellement, je lui lève un coup de chapeau. Qu'il se prononce quand il sera sûr à 100% que je peux me prononcer. Mais nous, comme Congolais, nous devons avoir un peu des réserves. Parce que quelqu'un qui a soutenu ce monsieur-là et qui ont été mis dehors, on sait comment est-ce que Kabila a fermé la maison Schengen, on sait comment est-ce qu'il a augmenté les droits de code minier, il est devenu ennemi de ces gens-là. Alors, depuis ce temps-là, il commence maintenant à réfléchir, à penser qu'il est devenu un ennemi. Mais quand il le soutenait, là, il était un ami. Donc, en arrière, est-ce qu'il y a les intérêts pour le Congolais? Là, je me pose beaucoup de points d'interrogation. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont dit de nouveau qu'on ne savait pas déjà?
Le président avait dit qu'il y aura un tribunal au Congo et c'est ça que moi je veux voir. Parce que le noir ne doit pas toujours rester celui qui doit être jugé chez les blancs. Pour quelle raison? Quand est-ce qu'on va commencer à amener des dictateurs ou des malfaiteurs là-bas pour venir les juger ici? Ah, on a jugé Jamal, mais il était au Congo. Il a commis ses crimes au Congo, c'est tout. Mais on n'a jamais pris quelqu'un de là-bas pour venir le juger ici. Jules Alinguet avait déjà commencé à travailler sur ce dossier-là. C'est pour cela qu'il a parlé de ces 43 millions-là qui sont sortis de la banque centrale, je pense, pour aller à cette banque-là de certains Sélémani là de la famille de Kabila avant que ça disparaisse, qu'il continue sur ce chemin-là. Il ne faut pas trop se fier à ce que les Occidentaux nous réservent parce qu'ils viennent avec des intérêts que nous ne voyons pas, mais ils ont déjà pensé à tout cela en avance. Je ne crois pas qu'ils le font pour le bien du Congo parce qu'ils n'ont jamais été intéressés au Congo. Et l'histoire de Kagame qui veut construire chez nous un village moderne de 30 millions de dollars. Tout d'abord, je pense que c'est trop peu, 30 millions de dollars. Et numéro 2, par respect pour les gens qui sont allergiques à Kagame, tout le pays au complet, et spécialement ceux qui ont perdu les membres de leur famille dans l'est du pays, je pense que c'est sage de dire non. Tout simplement. Juste par respect pour ces gens-là et par respect pour des millions de Congolais qui n'aiment plus, qui sont déjà allergiques à ce nom-là de Kagame. Mais cela dit, que ce ne soit pas seulement dicté par la peur que nous avons de ce personnage-là, parce que la peur ne va pas nous aider à nous développer ou à devenir compétitifs, à être respectés par les pays limitrophes. Parce qu'ils doivent nous respecter, nous devons nous faire respecter. Une autre façon d'analyser la proposition de Kagame, ne pensez pas toujours que Kagame là, c'est le même Kagame d'hier, là, d'il y a 20 ans, d'il y a 10 ans. Parce que si c'était le même Kagame d'hier, d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, peut-être Tshisekedi ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Moi, je crois, c'est une hypothèse, mais je crois beaucoup en cette hypothèse-là, qu'on est devant Kagame, un monsieur qui commence à être petit à petit dépassé par le temps. Comme Mobutu faisait trembler toute l'Afrique centrale dans le passé, à un certain point, il commençait aussi à être périmé. Donc moi, je crois que Kagame commence à être un produit périmé. Je pense que Kagame a peur de ce qu'il est en train de voir. Tshisekedi qui est salué partout où il passe, qui est fort dans la diplomatie, je pense que ça fait peur à Kagame. Je pense que ça fait peur à Kagame de voir qu'est-ce que Tshisekedi a commencé, n'est-ce pas, l'état de siège dans l'est du pays. Jusque-là, c'est un peu vers la partie nord de l'est. Ce n'est pas encore frontière avec le Rwanda. Mais il a peur que ça va aussi arriver, surtout là où il a un peu plus d'intérêt. Parce que n'oubliez pas, il est toujours le premier producteur du coltan. Il se nourrit de nos propres richesses. Et il est en train de penser même à l'avenir. Qu'est-ce que le Congo de demain va devenir? Est-ce que les Congolais vont se venger? Il ne peut pas ne pas se poser ces questions-là après toutes les destructions, n'est-ce pas, qu'il a commis dans notre pays. Donc on ne doit pas toujours penser qu'on est devant quelqu'un qui nous fait peur là, alors que peut-être, et je le crois, c'est lui qui a commencé déjà à avoir peur. L'exemple qui me vient à l'esprit là, c'est de Baba Kyungu, qui sûrement a fait beaucoup de mal au Baloba à un certain point. Et les Baloba sont restés beaucoup dans la peur de ce monsieur-là. Mais on a vu Tshisekedi qui n'avait pas peur, qu'il a approché. Mais on sait bien que ce monsieur-là, jusqu'à la fin de sa mort, il a été parmi les gens qui ont beaucoup aidé Tshisekedi, surtout dans la partie est de notre pays, dans le grand Chaba, là, le grand Katanga. C'est Bab qui l'a aidé. Imaginez si Bab n'était pas là, comment est-ce que Katumbi se serait senti, n'est-ce pas? Il se serait senti le roi. Donc, peut-être le mal que Bab a fait, ça fait que, vers la fin de sa vie, il a voulu payer en arrière pour cela. Il s'est senti vraiment, parce qu'il y a aussi des gens qui peuvent se repentir. Je ne dis pas que Kagame c'est le type de gens qui se repentissent, mais je pense tout simplement que il commence à pouvoir faire des gestes de gentillesse afin que les Congolais puissent aussi oublier. La seule question est que, pourquoi 30 millions?
Parce que ce qu'il a pris de notre pays pendant plus de 20 ans là, je ne pense pas que c'est 30 millions. Je n'ai pas un prix que je peux y mettre. Je ne vais pas juste spéculer au hasard, mais je pense seulement que c'est beaucoup d'argent. Et nous ne devons pas continuer à avoir peur de Kagame parce que c'est quoi le budget du Rwanda? Ils ont environ 3,4, 3,5 milliards de budget de dollars américains. Le Congo, on était comme eux, mais étant un grand pays en population, c'est sûr que on était trop pauvres par rapport à eux. Mais maintenant, ils ont toujours 3,5 milliards ou 3,4. Nous sommes rendus à 10 milliards. La question c'est quel pourcentage eux ils mettent dans leur défense et combien nous devons mettre dans notre défense. Et donc, vous comprenez que ces gens-là font tous ces calculs-là. Ils commencent à respecter notre pays petit à petit. Mais pour que notre pays soit vraiment respecté, il faut aussi que le Congolais arrête de continuer toujours à avoir peur. Parce que plus tu as peur de quelqu'un, plus il se donne beaucoup d'ailes, et plus il se sent qu'il peut continuer à se jouer de nous. Et il va continuer à nous intimider. Donc, je suis d'accord que le président n'ait pas accepté cette offre-là, mais je suis aussi d'accord que nous devons arrêter d'avoir peur de ce monsieur-là. Parce que si on continue à avoir peur de ce monsieur-là, il n'aura jamais peur de nous. On doit plutôt commencer à jouer un peu de la guerre froide. Regardez combien il met dans son budget. Dans son budget, combien il met dans la défense. Et nous devons mettre plus. Une chose que lui n'a pas, il n'a pas la population que nous, on a. Donc, arrêtons toujours d'avoir peur parce que si le Congo continue à avoir peur de Kagame, et puis tout ce que les Blancs viennent là-bas, on s'incline, oh, ils ont fait... Je ne pense pas que nous allons aller très très loin. Je vais m'arrêter là, mes chers compatriotes. Je vous remercie de pouvoir me consacrer ce temps, de pouvoir écouter ces analyses et j'apprécie beaucoup des amis qui m'envoient des messages sur WhatsApp pour pouvoir m'encourager, me dire non, on n'aime pas que tu es dans cette direction, ah félicitations pour ce que tu as fait. Il y en a que parfois j'écoute, il y en a parfois je n'écoute pas, mais c'est normal, je ne peux pas me retirer de ma propre personnalité. Je dis ce en quoi je crois et je le fais pour l'instant. Je ne veux pas être au milieu du village. Je serai au milieu du village le jour que je vais voir qu'il n'y a plus de danger. Mais je pense que notre pays est trop riche et le danger va être pour très très longtemps. Aimez cette vidéo, partagez-le et nous allons encore nous retrouver le plus tôt possible pour continuer l'analyse. Merci beaucoup et à très très bientôt.